People are suffering. People are dying. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of economic growth. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Le monde dont nous rêvons est possible. Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Bonjour et bienvenue sur Horizon Durable, le podcast dédié à l'investissement responsable. Je suis Anne-Carine Marmu et je recevrai pour vous des dirigeants d'entreprises cotées, des gérants de fonds, des analystes, afin de leur donner la parole. Ils partageront avec vous leurs convictions, leurs actions pour réconcilier développement économique et croissance durable. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour faire avancer les consciences. L'investissement à impact est une des dimensions de l'investissement responsable. Tandis que l'investissement responsable implique l'intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et l'exclusion de certains actifs des portefeuilles, l'investissement à impact va plus loin. L'impact est un type d'investissement durable qui cherche à la fois une performance financière positive et un bénéfice pour la société. Force est de constater que notre système économique a néanmoins échoué dans la construction d'un monde stable et durable. L'accroissement des inégalités sociales, la pollution et les risques climatiques avérés sont des preuves de son inefficience. Il apparaît urgent qu'un rééquilibrage s'opère. C'est la philosophie que propose l'investissement responsable en recherchant un profil gagnant-gagnant entre toutes les parties prenantes d'une entreprise. Aussi, pour parler d'investissement responsable et plus particulièrement d'investissement à impact, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par Fanny Picard, fondatrice de la société d'investissement Alter Equity. Fanny est une pionnière, un changemaker dans le secteur de la finance. Je vous laisse la découvrir. Bonjour Fanny, merci de m'accueillir au sein de vos bureaux pour cette interview. Je vous suis depuis longtemps et je suis très admirative de votre parcours et de votre engagement en faveur de l'investissement à impact. Bonjour Anne-Carine, merci beaucoup de ces mots qui me touchent vivement. C'est vrai que nous avons été pionniers sur ce sujet, que nous nous sommes attaqués à une sorte de montagne il y a presque 15 ans maintenant. Et je suis contente aujourd'hui de constater que de plus en plus d'acteurs, salariés, dirigeants, acteurs de la finance évoluent maintenant rapidement dans la direction d'un capitalisme beaucoup plus responsable. L'histoire d'Alter Equity a commencé depuis combien de temps ? J'ai commencé de travailler sur ce projet en 2007, donc je vous disais ça fait presque 15 ans. On a mis assez longtemps à lever le premier fonds parce que nous étions en avance de phase et que le marché n'était pas ouvert à l'époque à l'idée que l'on puisse combiner le rendement et la responsabilité. N'avait pas pris conscience des enjeux environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment le dérèglement climatique, mais aussi bien d'autres, parce que la perte de biodiversité c'est absolument majeur, l'épuisement des ressources c'est absolument majeur. Les questions de qualité de l'eau, de l'air, des sols, d'accès à l'eau sont absolument majeures. Et toutes ces problématiques environnementales, il y a 15 ans, étaient incomprises par les dirigeants politiques et économiques. Qu'est-ce qui fait votre singularité dans l'univers du private equity ? Alors, notre philosophie d'investissement, c'est de soutenir des entreprises qui sont utiles à l'intérêt général, à la société. On parle aujourd'hui de plus en plus d'entreprises contributrices. Nous avions parlé au départ d'entreprises à impact positif, mais fondamentalement c'est la même idée. C'est l'idée d'entreprises qui, par leur activité et par leur comportement, apportent plus à la société qu'elles ne prennent. Concrètement, nous investissons dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes ou à l'environnement. Aux personnes, ce sont les secteurs de l'éducation, de la santé et du bien-être, des services aux personnes fragiles, de la nutrition et des produits bio et de la consommation responsable, et puis toutes les activités ou les services qui permettent d'évoluer vers une société plus inclusive, plus durable. Alors donc, activité impact positif sur les personnes ou sur l'environnement. Sur l'environnement, c'est plus intuitif, ce sont tous les métiers qui permettent de lutter ou de trouver des solutions aux grands enjeux environnementaux que je viens d'évoquer. Donc ce sont des métiers comme l'efficacité énergétique, la mobilité durable, la chimie à base de plantes, tout ce qui permet le recyclage, le reconditionnement des produits, le fait d'éviter de consommer ou de consommer mieux, tout ce qui permet de moins consommer, de mieux consommer, de consommer des produits plus éco-compatibles, de moins polluer ou de dépolluer. Ces entreprises que vous entrez en portefeuille, vous les choisissez comment ? Elles viennent frapper à votre porte parce qu'elles connaissent votre philosophie d'investissement ?
Oui, on reçoit beaucoup de dossiers. On était sur une tendance historiquement de l'ordre de 300 dossiers par an tous les ans, et puis ça c'était jusqu'en 2018. En 2019, on a reçu 450 dossiers, donc une augmentation de 50%. Et en 2020, pré-Covid, on était sur une tendance à 600 dossiers. En réalité, le deal flow c'est vraiment arrêté au début du premier confinement. Néanmoins, on a eu une croissance de plus de 20% du deal flow encore en 2020. Donc un très grand nombre de dossiers, et notre sujet c'est de les traiter plutôt que de les recevoir à ce stade. Bien sûr. Il y a 5-6 ans, vous aviez levé des capitaux pour un premier fonds. Oui. À ce jour, vous avez encore combien d'entreprises dans votre portefeuille? Alors aujourd'hui, il nous reste 9 entreprises en portefeuille du premier fonds et nous en avons 7 du deuxième fonds. Oui, il y a quelques mois, vous avez terminé la levée d'un second fonds. Oui, nous avons réuni 110 millions d'euros, nous avons arrêté la souscription, nous avons réduit en réalité les intentions d'un certain nombre de souscripteurs parce que nous ne voulions pas nous écarter trop du deal flow que nous avions au moment de notre premier fonds qui faisait un petit peu plus de 40 millions. Donc c'est presque 3 fois la taille du premier fonds, largement sursouscrit par comparaison avec l'objectif de départ de 70 millions. Donc c'était une levée effectivement satisfaisante. Vous avez un large choix de dossiers qui vous arrivent. Vous pensez entrer combien de nouvelles entreprises dans ce second fonds? On investit dans 3 à 4 entreprises par an. En dehors des critères environnementaux et sociaux que vous m'avez cités, quels sont les autres critères financiers que vous regardez de façon un peu plus classique? Alors, en premier lieu, en termes de taille, nous nous intéressons à des entreprises qui ont de l'ordre de 1 million de chiffre d'affaires au minimum, on est au moins 800 000 euros de chiffre d'affaires. Par exception, nous pouvons réaliser jusqu'à 4 opérations plus petites, mais on ne les cherche pas, puisque pour déployer 110 millions d'euros, il faut quand même pouvoir investir des montants, je dirais, de 3 à 5 millions d'euros pour commencer au capital des entreprises. Et donc, une entreprise qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, ça rend compliqué de déployer notre fonds. Et ce qui nous intéresse de façon prioritaire, alors, premièrement, j'ai commencé tout à l'heure d'évoquer le fait qu'il faut que l'activité ait un impact positif sur les personnes ou l'environnement. Il faut quand même que je continue avant de répondre à votre question d'un point de vue financier sur notre philosophie d'investissement. Il y a 2 autres dimensions qui sont importantes. La deuxième, c'est que nous leur demandons de s'engager dans une dynamique de progrès vers plus de responsabilité sociale et environnementale dans le cadre d'un dispositif que nous avons inventé. Nous sommes le premier fonds à avoir mis en place ce type de dispositif en France et à ma connaissance dans le monde, qui est un plan d'action en termes de RSE que nous avons appelé Business Plan Extra-Financier. Et en troisième lieu, nous cherchons à générer un rendement élevé pour nos souscripteurs, à la fois pour les attirer et aussi dans un objectif politique de contribuer à démontrer qu'il est tout à fait possible d'être à la fois responsable et rentable, ce qui semble être relativement acquis aujourd'hui, mais enfin, dans un certain nombre de cas, les gens n'y croient pas encore totalement. Et donc, il reste utile de convaincre un certain nombre d'acteurs de la compatibilité de ces 2 dimensions et même de la nécessité de ces 2 dimensions. À certains égards, on en reparlera probablement. Donc ça, ce sont les grandes lignes. Ensuite, très concrètement, il nous faut des entreprises qui ont atteint, disons, autour d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, en tout cas 800 000 euros, en très forte croissance pour générer ce rendement que nous recherchons. Il n'est pas nécessaire que les entreprises soient rentables au moment où nous investissons. Très souvent, ce sont des entreprises jeunes qui ont 2, 3, 5 ans et qui sont encore en phase d'investissement. Donc, en termes notamment de frais de structure, elles recrutent des gens qu'il faut payer à un certain niveau, elles prennent des bureaux, elles s'engagent dans des développements, dans des éléments digitaux, etc. Et donc, elles ne sont quasiment jamais encore rentables au moment où nous investissons. Est-ce que vous considérez que vous êtes dans de l'accompagnement au démarrage ou dans de l'accompagnement à la croissance? On est dans l'accompagnement de la croissance au début de la phase de croissance. On n'est pas un fonds amorçage, on n'est pas dans le tout début de la vie des entreprises. Est-ce que Aliter Equity publie de façon globale ses propres critères extra-financiers, comme par exemple la réduction des émissions de carbone ou le nombre de personnes employées? Oui, on s'intéresse aux émissions évitées, effectivement. Et aujourd'hui, on est assez fiers puisque depuis les débuts de notre investissement, les entreprises de notre portefeuille à fin 2020 avaient permis d'éviter l'émission de plus de 1,9 million de tonnes de CO2, ce qui est un record dans le private equity français et peut-être bien au-delà de la France. C'est assez considérable puisque la France émet 450 millions de tonnes de CO2 par an. Donc avoir évité quasiment 2 sur 450 millions d'émissions, c'est colossal. Voilà, c'est le seul critère qu'on mesure pour l'ensemble du portefeuille.
Et sinon, nous avons des critères qui sont obligatoires pour toutes nos participations. Et en particulier, on a été le premier fonds en France à rendre obligatoire le fait que toutes les entreprises dans lesquelles nous investissons procèdent à un bilan carbone, premièrement. Deuxièmement, ouvrent leur capital à tous leurs salariés, ou leur permettent d'accéder à la plus-value générée par les investisseurs. Et en troisième lieu, et ça date de notre premier fonds, de conditionner l'accès à la partie variable de la rémunération des dirigeants à des résultats de performance extra-financière. Et ça, je pense que nous avons largement contribué à pousser ce type de pratique, y compris au sein des entreprises cotées en bourse. En dehors de l'investissement financier, est-ce qu'il y a un autre suivi que vous opérez avec vos cibles ? Ah oui, absolument. On est très proche des entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous essayons de les accompagner pour leur permettre de se développer au mieux en profitant de l'expérience des personnes de l'équipe. D'ailleurs, il y a une personne dédiée à cette fonction avec le titre d'Operating Partner et nous allons recruter un autre ou une autre Operating Partner. Donc c'est une dimension essentielle de notre philosophie d'investissement et d'accompagnement. Vous la rapportez du conseil financier, mais aussi du conseil stratégique en termes de développement ? Alors, financier, oui, mais stratégique, c'est assez rare. Mais dans cette période de confinement, ce sont des questions qui se sont posées, de faire évoluer le business model ou même la stratégie de certaines entreprises. C'est assez rare, puisqu'en général, quand on investit dans une entreprise, c'est parce qu'on croit dans sa stratégie. Mais là, ça, c'est une question qui s'est posée. C'est plutôt dans la mise en œuvre de cette stratégie, dans l'aide à la structuration, avec des entreprises qui n'ont pas encore de management intermédiaire, de COMEX, de ce qu'on appelle aujourd'hui les C-level. Et donc, on les aide à concevoir leur structuration, à la mettre en place, et puis à appréhender l'ensemble de leurs problématiques stratégiques pour être sûr qu'elles sont bien traitées, qu'on ne se retrouve pas un jour en ayant mal anticipé un problème majeur pour l'entreprise. Et les aider à accélérer leur croissance et la rentabilité de cette croissance. J'ai lu que vous étiez organisé avec un comité d'investissement, mais aussi avec un comité stratégique. Pourriez-vous m'en dire plus ? Alors, le comité d'investissement est composé de personnes de l'équipe, et toutes les personnes de l'équipe y participent. Le comité stratégique, c'est différent. Ce sont des personnes qui sont investisseurs, investisseuses dans le fonds à titre personnel, qui sont des entrepreneurs, et à qui nous présentons nos projets d'investissement pour recueillir leur avis à ce sujet. Ils n'ont pas de droit à décider, ce n'est pas un comité d'investissement. Ils nous donnent leurs conseils, leur opinion sur le secteur, l'entreprise, les dirigeants. Et nous les réunissons à peu près tous les 2 mois. C'est un groupe qui rassemble une grosse quinzaine de personnes privées avec des parcours très inspirants. Plus généralement, qui sont vos clients ? Nos clients investisseurs, ce sont à 70% des institutionnels et à 30% des personnes privées, des entrepreneurs et des dirigeants, beaucoup de dirigeants d'autres fonds de la place également. J'ai noté que vous reversiez 1% de votre chiffre d'affaires à des causes philanthropiques. Alors nous avons structuré avec le fonds de dotation du musée du Louvre qui nous a sollicité en ce sens une part de partage et nous avons été le premier fonds d'investissement dans l'impact à structurer une part de partage dont le fonctionnement est que les investisseurs, les souscripteurs à cette part s'engagent par avance à donner l'excès de rendement financier au-delà, en l'occurrence de 5% net, à des projets que nous aurons choisis avec le fonds de dotation du Louvre de préservation du patrimoine bâti, d'une part, une église, un lavoir, une chapelle, une sculpture dans la nature. Il faut que ce soit des éléments qui soient accessibles au public, ou du patrimoine environnemental, un littoral, une zone de biodiversité, etc. Donc ça, on est les premiers à l'avoir fait. Nous donnons 1% de nos commissions, c'est important, à des causes alignées avec nos valeurs. Et puis, 2 autres éléments peut-être. Dans le cadre de cette part de partage structurée avec le fonds de dotation du musée du Louvre, l'équipe s'est engagée à donner 1/3 du carry interest associé à ces parts aux projets qui auront été présélectionnés donc par le fonds de dotation du Louvre et nous-mêmes ensemble. Et d'autre part, et alors ça c'est un peu négatif, mais si les résultats des business plans extra-financiers, donc de la pratique de responsabilité sociale et environnementale de nos participations n'est pas atteinte selon certains critères, l'équipe de gestion doit donner la moitié de son carry d'interest à des causes alignées avec nos valeurs. Et ça, évidemment, nous espérons que ce ne sera pas le cas. J'en profite pour rebondir justement sur les perspectives de rentabilité que vous attendez de vos participations.
Vos investissements sont bien la preuve que l'on peut être socialement responsable, engagé pour l'environnement et en même temps rentable. Absolument, oui. Les entreprises du portefeuille de notre deuxième fonds ont connu une croissance en 2020 supérieure à 100%. Nous ne communiquons pas sur le niveau de TRI que nous anticipons, mais enfin, il est tout à fait significatif. Je crois qu'aujourd'hui, il est globalement acquis par un certain nombre d'études que des pratiques responsables améliorent la croissance des entreprises, leur niveau de rentabilité et diminuent leur niveau de risque, ce qui, tous les financiers qui sont vos interlocuteurs en conviendront, en général augmente le rendement. D'ailleurs, un certain nombre d'études montrent que pendant le confinement, les entreprises qui avaient des démarches RSE abouties ont mieux résisté à la crise et mieux progressé dans les périodes pendant lesquelles les cours ont progressé. Aujourd'hui, je crois qu'un certain nombre d'études démontrent que la responsabilité crée de la rentabilité, et bien sûr il faut la piloter cette responsabilité, on ne peut pas distribuer tout son résultat à tous ses salariés, mais il y a un certain nombre de pratiques de responsabilité qui ne sont pas très chères, ou pas chères du tout, et qui créent beaucoup de valeur. Ce sont tous les éléments que nous mettons en place dans le cadre de ces business plans extra-financiers. On a élaboré une grille d'une centaine de critères de cette nature, qui permettent d'évaluer donc des pratiques qui correspondent à ces critères de responsabilité, et un très grand nombre d'entre elles ne génèrent pas de charge pour l'entreprise. Par contre, elles génèrent du profit. Je dirais qu'à l'inverse, aujourd'hui, l'attente à la fois des salariés, à la fois des consommateurs, et plus largement de l'opinion publique, fait courir un risque important sur les entreprises qui ne s'engagent pas dans ces pratiques. Vous voyez, quand on regarde l'industrie automobile européenne et leur valeur aujourd'hui par rapport à celle de Tesla, on voit bien ce que signifie le fait de ne pas s'être préparé à une évolution qui est très 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 rapide. Quand on voit que Danone a perdu, je crois que c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année dans les eaux embouteillées, on voit que les évolutions, les transitions de consommation qui sont à l'œuvre vont entraîner des ruptures de consommation dans les entreprises traditionnelles, si elles ne s'adaptent pas, qui sont colossales. Donc, vous évoquiez, lorsque nous préparions cet échange, le risque de la pérennité des entreprises. Il y a un risque de pérennité des entreprises et à plus court terme, un risque majeur d'effondrement de ventes, de difficultés à recruter, de difficultés à conserver les meilleurs talents. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix, sauf à prendre des risques absolument colossaux. Tout à fait. Il y a même certaines études, puisque vous évoquiez la recherche, qui pensent que cette mutation qui est en marche, ce changement de notre système économique, pourrait être encore plus important que la révolution Internet qui a débuté il y a plus de 20 ans. J'en suis totalement convaincue. Totalement convaincue. Parce que ça va être beaucoup plus rapide. La révolution Internet, ça fait plus de 20 ans que nous la vivons, effectivement. Et vous voyez, encore pendant le confinement, il y a eu une accélération de ce qu'on appelle aujourd'hui les DNVB, les marques qui naissent qui sont nativement digitales, très forte croissance des domaines du digital, très forte accélération de la digitalisation des acteurs qui ne l'étaient pas. 20 ans après, on n'a pas fini cette transition. Alors, on va pas finir la transition énergétique en 3 ans. Je pense que ce sera très très rapide. Il y a un moment où les investisseurs vont décider qu'ils n'investissent plus par des intermédiaires qui n'ont pas été responsables, qu'ils n'investissent plus dans des valeurs qui ne sont pas responsables. Les millennials et les plus jeunes vont évoluer très rapidement dans cette direction. Ça, c'est pour parler de nos industries. Mais en matière de consommation de protéines animales, je pense que les comportements avancent rapidement et vont se radicaliser. Le fast fashion pourrait connaître de grandes difficultés. Le fait de produire dans les conditions dans lesquelles ces vêtements sont produits, à la fois en termes de conditions de travail des ouvriers ou ouvrières, parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais aussi l'utilisation de recours à des produits extrêmement polluants. Il y aura des prises de conscience très rapides et des évolutions très brutales. Et il faut se préparer dès aujourd'hui rapidement. Êtes-vous quand même confiante en l'avenir ? Oui, je suis confiante en l'avenir. Il y a beaucoup d'initiatives. Il y a une prise de conscience qui est trop lente, mais qui existe et qui est quand même rapide à l'échelle de l'humanité, de la gravité de ces enjeux, de la nécessité pour les dirigeants politiques de réguler, pour les dirigeants économiques de faire évoluer leur business model et leurs pratiques. Je suis optimiste, mais il faut agir vite et fort.
Sur la dynamique actuelle, on est plutôt sur une évolution des températures de 4 degrés et pas du tout des 1,5 ou 2 degrés des accords de Paris. C'est grave et donc il faut se saisir du sujet et des autres enjeux que j'évoquais tout à l'heure environnementaux et agir rapidement et fortement. Je vous remercie Fanny. Merci beaucoup de votre intérêt. À bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse portsenparbourse en minuscule et au singulier @bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.